Dans l'actualité de ce 30 juin, le gouvernement et la majorité dans le dur. C'est un autre enregistrement audio qui circule sur les réseaux sociaux et qui mettrait en cause un conseiller du chef de l'État. Une affaire de commission, on parle de 30 millions de francs CFA. Le CEFOP a appelé la justice à se saisir du dossier. C'était au cours de son hebdomadaire conférence de presse ce mardi. Créée en 1970, l'École nationale de police fête ses 50 ans d'existence. Les festivités ont démarré aujourd'hui même avec une cérémonie de port des passants de la 50e promotion de l'ENP. Toutes les images et l'ambiance dans ce journal. Et puis, ils ont manifesté plusieurs fois devant les locaux de la CENI dénonçant des couacs liés à leurs conditions de travail. Les opérateurs de kits ont été reçus par la CENI aujourd'hui. Un échange franc dont vous aurez la teneur tout à l'heure dans cette édition. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue. C'est notre affaire qui éclabousse un autre proche du chef de l'État, un conseiller du président du Faso, qu'on entendrait dans un enregistrement audio en pleine négociation avec un homme d'affaires sur des rétrocommissions portant sur la somme de 30 millions de francs CFA. L'enregistrement circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Le chef des filles de l'opposition politique en a fait écho lors de son hebdomadaire conférence de presse ce mardi. Le CEFOP qui est revenu par ailleurs sur le dossier dit des 300 ambulances, taclant au passage la gestion du gouvernement. Le point de Arsène Konditamde. Le courrier confidentiel dans sa dernière parution révèle que les 185 ambulances mises à la disposition des communes du Burkina ont été commandées grâce à un crédit bail auprès de certaines institutions financières. La même procédure que celle utilisée pour l'achat des 77 véhicules à polémique de la mairie de Ouagadougou. Pour l'opposition politique, cette action du gouvernement est un gaspillage de ressources. Le pouvoir du MPP n'a fait que louer des ambulances à un coût trop élevé et les honnêtes citoyens vont saigner pour rembourser plus de 14 milliards de francs avant que les ambulances ne soient la propriété de l'État. Pour l'instant, les ambulances appartiennent à Fidelis Finance. Les cadres du MPP viennent une fois de plus de perpétrer un acte de terrorisme économique dans un contexte où nos maigres ressources devraient être utilisées pour mieux équiper nos FDS. Dans un enregistrement audio rendu public, l'on entend deux individus discuter sur le partage d'une ristourne de 30 millions de francs CFA suite à un marché de pistes rurales. L'un d'eux serait Adama Kanazoé, conseiller spécial du président du Faso. Le CEFOP demande à la justice de se saisir de cette affaire. L'opposition politique demande à la justice burkinabé de s'auto-saisir, comme dans l'affaire du magistrat Narcisse Sawadgo, en procédant à l'arrestation et au jugement de M. Adama Kanazoé et de son complice Sayouba pour corruption, concussion et enrichissement illicite. Qu'une vraie enquête soit menée pour remonter à la source de corruption qui trône au ministère des Infrastructures et qui travaille au détournement de plusieurs milliards de francs par an depuis l'accession au pouvoir du MPP. L'opposition politique burkinabé critique sévèrement le programme 40 000 logements sociaux du président du Faso. À quelques mois de la fin du mandat présidentiel, seulement 5 164 logements ont été construits. Un échec sans précédent selon les conférenciers. Ce chiffre prend en compte les cités du 11 décembre. C'est un échec sans précédent et le MPP devrait avoir honte de brandir un si maigre bilan. Encore que pour ce même programme, en 2017, ce régime avait escroqué plus de 280 millions de francs à 140 000 souscripteurs qui avaient payé chacun 2 000 francs dans l'espoir d'être éligibles. Dans le cadre de la révision du fichier électoral, l'opposition dit avoir constaté des fraudes organisées par le MPP et ses alliés. Elle invite la CENI à plus de vigilance. Voilà des affaires qui tombent à une mauvaise période pour le gouvernement, à quelques mois seulement des élections générales 2020, au moment où les états-majors des différents partis politiques affûtent leurs armes. Justement, le candidat du MCR était hier face aux journalistes, l'occasion pour Tahirou Barry de réitérer une nouvelle fois son ambition de briguer la magistrature suprême, tout en dévoilant quelques grandes lignes de son programme de campagne, surtout Justin Dabiré.
Face aux journalistes et en présence de ses militants et sympathisants de Bobo Dioulasso, Tahirou Barry réaffirme qu'il est et demeure le candidat de son parti, le Mouvement pour le changement et la renaissance MCR, qu'il a investi à Gawa au mois de janvier comme candidat à l'élection présidentielle de 2020. Je n'ai ni le droit de décevoir, ni de trahir ceux qui m'ont manifesté jusque-là leur confiance et leur engagement dans la cause noble qui nous unit tous, celle de la reconstruction nationale dans l'union des fils et filles de la patrie. J'affirme, je persiste et je signe. Je suis toujours et je demeure encore candidat à la prochaine élection. Dans sa déclaration liminaire, le candidat du MCR peint en noir le Burkina Faso. Pour lui, le pays des hommes intègres va mal et est aujourd'hui au bord de l'effondrement de ses plus solides fondements. On n'a pas besoin de sortir des cuisses de Jupiter pour comprendre que le Faso va mal. La vérité qui blesse, c'est la vérité qui rend compte des véritables réalités de notre nation. Cette véritable réalité, c'est la crise sécuritaire. C'est la crise sécuritaire avec une grave insécurité qui pèse. Le mal est profond. Misère profonde des masses, avec 40 Burkinabés sur 100 vivant en dessous du seuil de pauvreté. Fossé croissant entre riches et pauvres, avec une concentration de couches misérables en milieu rural. Face à cette situation, le candidat Tahirou Barry propose une thérapie de choc pour, dit-il, opérer le nécessaire changement. Et cela passe par la refondation du système éducatif et de l'administration publique à travers un programme chiffré et planifié dans le temps. Le programme se fonde sur deux grands axes stratégiques pour élever le défi du changement. C'est la refondation profonde des institutions et de l'administration. C'est la refondation du système éducatif pour créer un Burkinabé nouveau et conscient de sa mission patriotique, car selon le président Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Nous lui accorderons au moins 30% du budget national et cela restera notre plus grand engagement. Peuple du Burkina Faso, si vous me faites confiance, notre action sera dynamique et bien planifiée dans le temps. Aucune minute, aucune heure, aucun jour ne sera perdu. En un mot, il n'y aura ni sommeil ni fête. Pour la mise en œuvre de ces engagements, Tahirou Barry compte mobiliser en 5 ans un budget de 15 milliards de francs CFA, soit un budget annuel moyen de 3 milliards avec une affectation de 30% au système éducatif. Et on reste dans le registre des futures joutes électorales pour parler cette fois-ci de ce face-à-face d'explication entre la CENI et certains opérateurs de kits. Ce sont des agents chargés de faire les enrôlements. Ils ont plusieurs fois manifesté devant le locaux de la Commission électorale nationale indépendante, dénonçant des difficultés liées à leur situation. Eh bien, ils ont été reçus aujourd'hui même par une délégation de la CENI pour des échanges à bâton rompu. Le compte rendu de Roméo Koeta. Un face-à-face entre premiers responsables de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante et les opérateurs de kits. Une surface de vérité voulue par Newton Ahmed Barry pour lever les soupçons d'injustice et de favoritisme qui pèsent sur son institution. Des opérateurs de kits sélectionnés dans le cadre de l'enrôlement accusent la Commission électorale d'avoir brimé leurs droits en foulant aux pieds le contrat qui les lie. Certains estiment avoir été sélectionnés pour l'enrôlement, mais n'avoir jamais été déployés sur le terrain. D'autres ont été déployés 1 ou 2 fois sur 3 possibles. La CENI les a écoutés et leur a donné les raisons pour lesquelles ils ont été mis à l'écart. Il y a 2 types de cas. Il y a des personnes qui n'ont pas été déployées parce que absentes à la formation. Si vous êtes absent à la formation, nous, on ne peut pas vous déployer. On ne voit pas sur quelle base on peut vous déployer. Deuxièmement, la CENI n'est pas obligée de vous déployer sur toutes les zones. On vous a même dit ça
dans une note que nous avons publiée à Dédougou, quand vous avez commencé vos premières manifestations, on vous a dit, c'est au regard d'un certain nombre de choses que la CENI peut décider de ne plus vous réaffecter. Donc, vous faites deux sous-zones. Vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez continuer le combat parce que vous pensez qu'on est obligé. Certains ont aussi été exclus pour avoir appelé à des manifestations. Une attitude qui va à l'encontre des principes de la CENI, dira Newton Ahmed Barry. L'autre motif pour lequel tous les 5200 opérateurs de kit au départ n'ont pas été retenus, c'est aussi les questions sécuritaires. Certaines zones inaccessibles ont été abandonnées. Mis devant les faits, les plaignants désarment leur cœur. On est mieux éclairé maintenant. On ne peut pas dire qu'on a trouvé satisfaction puisqu'il y en a certains qui sont plus pas déployés. Mais il nous a beaucoup éclairé. Voilà, on ne peut rien dire d'autre. Ce dialogue qui s'est voulu franc aura donc permis aux deux parties d'accorder leur violon. La CENI qui est en plein dans la dernière phase du processus de révision du fichier électoral avec les grands centres urbains Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L'enrôlement a débuté dans ces zones le 23 juin dernier et prendra fin le 9 juillet. Et cet autre conflit social à présent, celui opposant des employés de la société Soroubat à leur employeur. Ces derniers qui travaillent sur le chantier du futur aéroport de Danshin observent depuis ce week-end une grève. Ils dénoncent de nombreux manquements liés à leurs conditions de travail. Ils se sont rassemblés ce 30 juin pour se faire entendre. Justin Amoto les a entendus. Des travailleurs du chantier de construction de l'aéroport de Danshin sont remontés contre l'attitude de leur directeur matériel. Selon eux, il n'a aucun respect à leur égard. En plus de leur maigre salaire, couplé d'une condition de travail déplorable, estiment-ils, ils sont victimes d'injustice dans l'exercice de leur travail avec des licenciements abusifs. Ils observent depuis samedi 27 juin dernier un arrêt de travail pour exprimer leur ras-le-bol à l'endroit de la direction et exiger la démission du directeur matériel. On a exigé son départ. Donc, sur notre plateforme de revendication, on a souligné 12 points. Les 12 points, le premier point, c'est quoi? C'est d'abord sa démission. Sans négociation, sans condition. Qu'il quitte cette administration. Maintenant, le deuxième point, c'est la révision des échéances des contrats. Pas chez nous ici, nous, c'est 1 mois de contrat qu'on reçoit. C'est-à-dire, à chaque mois, c'est 1 mois de contrat qu'on nous donne, pendant des années. Et nous voulons, par cette occasion, depuis 2012, donc par cette occasion, nous voulons demander à ce qu'ils arrêtent ces genres de contrats-là. Nous voulons des contrats à long terme. Toujours dans leurs revendications, ils demandent une révision à la hausse de leur salaire, le respect mutuel entre employés et responsables, ainsi que l'arrêt de licenciements abusifs. Ces travailleurs, encore réunis ce 30 juin pour défendre leur cause, se disent surpris de la présence des agents de l'inspection du travail qui tentent de calmer le jeu. Le 3e jour aujourd'hui qu'on n'a pas travaillé. Et ce matin, notre grande surprise, on voit l'inspection du travail qui vient se planter à notre niveau pour les négociations. Ça fait maintenant 1 an que l'entreprise a commencé à travailler sur l'aéroport international de Danshin. Et ils ne sont pas en mesure de venir faire une visite de chantier. 1 an, 6 mois. Ils ne sont pas en mesure de venir faire au moins une visite sur le chantier, voir les conditions dans lesquelles les ouvriers travaillent. Ce qu'ils ont su, il y a une carrière de Sobat à Zitenga. Ils sont au courant de ça. Mais l'aéroport international de Danshin, ils ne sont pas au courant que l'aéroport international de Danshin, il y a une entreprise Soroubat qui travaille là-bas. À notre grande surprise, qui vient de nous ce matin. L'inspection du travail est à équidistance entre les deux parties. Voilà, nous n'avons pas de parti pris. Nous, notre souhait, c'est d'arriver à régler cette question dans le cadre donc, de la loi et le plus rapidement possible. Nous n'avons pas pu avoir la version de l'entreprise Soroubat. Au siège de la dite entreprise où nous avons été, on nous a indiqué que le directeur général est indisponible. Pour l'heure, des négociations sont entamées entre les employés et la direction de l'entreprise Soroubat sous l'égide de l'inspection du travail de Zignaré. Dans l'actualité de ce mardi également, cette cérémonie de port des passants de la 50e promotion de l'École nationale de police, une étape très importante pour ces élèves policiers, surtout qu'elle marque le début des festivités de la célébration du 50e anniversaire de l'ENP. Ambiance, Rémi Lambert-Nébier. Ce port de passants est un acte qui ne les engage pas totalement dans la police nationale et municipale, mais c'est déjà une étape franchie dans leur formation de policiers. Le port de passants, ça fait de ces élèves-là
des élèves à part entière, c'est-à-dire des élèves dignes de cette appellation. Sinon, on dit élèves, ils sont admis élèves policiers, mais ils n'ont rien d'élèves policiers, ils n'ont rien de policiers. Donc il faut passer par cette phase de formation militaire de base. On leur inculque donc les éléments de base en matière militaire et aussi dans la conduite policière. Le policier, c'est un comportement, c'est une manière donc d'agir. Et ensuite, ils seront maintenant ils seront à l'école, dans les classes pour la formation donc pédagogique et professionnelle. Ils sont également présentés au drapeau burkinabé, un cérémonial fort du sens pour leur engagement dans les forces armées nationales, vaincre ou périr pour la patrie. Il faut retenir que la présentation au drapeau vous permet désormais de prendre part aux prises d'armes en présence donc de ce drapeau. C'est aussi un moment important de votre vie de policier, en ce sens que vous vous engagez à servir la nation et à défendre le drapeau partout, et ce jusqu'au sacrifice suprême. Je répète, jusqu'au sacrifice suprême. Au nombre de 635, dont 449 élèves sous-officiers de la police nationale et 186 élèves de la police municipale, cette 50e promotion a intégré l'École nationale de police ENP à une époque importante de son histoire. Créée le 6 mai 1970, l'École nationale de police a 50 ans. Un jubilé d'or dont cette cérémonie marque le début de la commémoration. Après un demi-siècle, l'ENP pense à faire le bilan de l'institution, mais aussi à la mettre en phase avec les exigences du moment. École nationale de police d'hier à demain. Le thème de ce cinquantenaire devrait prendre en compte cette réflexion célèbre. Et je cite, « La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. » De juillet jusqu'en septembre, la célébration de ce 50e anniversaire de l'École nationale de police sera marquée par des journées portes ouvertes, des rencontres de réflexion et une cérémonie officielle de commémoration. Mais elle est déjà bien enlevée par ce défilé inaugural de la 50e promotion qui a rendu hommage à leurs dévanciers. Tout autre chose, et cette phrase pleine d'essence, mais aussi d'espoir, 30 ans de lutte contre la pratique de l'excision au Burkina Faso, quelle perspective avec la nouvelle génération? Eh bien, c'est le thème de la commémoration conjointe de la Journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision et la Journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Des réflexions ont été menées sur la question aujourd'hui même en présence du Premier ministre. Compte rendu, Majid Bakoua. Nouvelle génération. C'est le thème retenu pour la célébration de la 20e journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision. Une occasion de faire le bilan des 30 ans de lutte et réfléchir sur l'implication de la participation de la jeunesse aux actions de promotion de l'élimination de l'excision au Burkina Faso. Nous ne pouvons pas aujourd'hui refaire ce plan stratégique sans impliquer les premiers acteurs qui sont vraiment la jeunesse. Donc nous avons voulu aujourd'hui communiquer avec cette jeunesse et leur dire que si nous voulons atteindre cet objectif de zéro tolérance au MGF, c'est de faire participer les vrais acteurs qui sont la jeunesse, qui sont eux-mêmes acteurs ou victimes de cette pratique. Au Burkina Faso, plus de 67% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi l'excision et le taux de prévalence de cette pratique est de 11,3%. Beaucoup d'efforts sont consentis dans le cadre de la lutte contre ce fléau, mais on ne doit pas baisser la garde selon Christophe Dabiré, représentant le chef de l'État par ailleurs champion de l'Union africaine de l'élimination des mutilations génitales féminines. Vous avez à maintes reprises fait montre du potentiel que vous constituez et il est important que vous puissiez toujours assumer et jouer pleinement ce rôle de fer de lance et de moteur de développement de notre société. En vous plaçant désormais au cœur de la lutte pour la tolérance zéro au MGF, au Burkina Faso, c'est votre responsabilité devant l'avenir que vous engagez. Je vous invite donc à recevoir avec honneur le flambeau de la lutte, mais aussi et surtout à
à entretenir la flamme allumée par les pionniers, et cela jusqu'à l'éradication totale et définitive de la pratique de l'excision au Burkina Faso. Avec vous, la victoire est possible. Je vous exhorte alors à plus de mobilisation et d'action pour sensibiliser vos camarades ainsi que les populations dans vos localités respectives. À l'occasion de cette 20e journée nationale de lutte contre la pratique de l'excision célébrée en différé ce 30 juin, Naba Kiba, roi du Yatenga, et l'émir du Liptako ont été faits ambassadeurs pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Toujours avec la gente féminine, elle fait partie des couches vulnérables et fragiles qui payent très souvent le lourd tribut dans les situations d'insécurité. C'est ce que révèle encore un rapport d'une étude menée par l'ONG Plan International et le Fonds des Nations Unies pour la population dans les zones touchées par les attaques terroristes au Burkina Faso. Les détails du rapport ont été partagés avec la presse hier. Majid Bakon y était. Les filles de 10 à 19 ans issues des zones touchées par l'insécurité au Burkina Faso vivent dans la peur et le retour de la sécurité est leur priorité. C'est ce qui révèle le rapport dénommé « Les filles dans la crise Voix du Sahel » réalisé par l'ONG Plan International. Ce rapport note également qu'au Burkina Faso comme au Mali, un tiers des filles interrogées n'ont jamais été scolarisées ou l'ont été pendant seulement une année. Nous avons interrogé les filles déplacées au niveau du Burkina qui ont donné leurs préoccupations, qui ont donné leurs besoins spécifiques, de sorte que les acteurs humanitaires puissent savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire en direction au profit de ces jeunes filles et de ces adolescentes au niveau du Burkina. Alors, les filles ont clairement indiqué qu'avec la situation de la crise, elles ne vont plus à l'école. Et lorsqu'elles ne vont plus à l'école, elles sont exposées à beaucoup de risques, notamment les violences basées sur le genre. Les questions de mariage précoce se sont multipliées. Les questions de travail forcé se sont multipliées. Les questions de filles victimes de violences physiques se sont multipliées. Et donc, nous avons besoin d'agir. Et c'est pourquoi nous voulons porter la voix de ces filles, de sorte que l'ensemble de la communauté humanitaire puisse connaître les préoccupations des filles et agir maintenant. Les résultats de cette enquête seront présentés à plusieurs acteurs, dont le ministère en charge de l'action humanitaire, pour l'aider dans l'élaboration de ces politiques. Nous attendons de ces acteurs que ces acteurs s'engagent. Qu'ils s'engagent durablement et fortement pour apporter des réponses appropriées à la question de la jeune fille. Les acteurs humanitaires, la communauté et les filles elles-mêmes. Au cours de l'enquête, 800 filles dont l'âge est compris entre 10 et 19 ans ont été sondées dans 4 localités. Il s'agit de Tougan, Boborokui, Kongoussi et Piscila. L'objectif de cette étude est de faire avancer la cause de la jeune fille. Le Burkina Faso fait partie des 10 pays africains les plus touchés par le phénomène du mariage des enfants, une pratique contre laquelle lutte l'ONG Voix des femmes. Et parmi ces armes, elle pense à la révision du Code des personnes et de la famille en vigueur au Burkina Faso pour que l'âge minimum du mariage des filles puisse passer de 17 ans à 18 ans. L'ONG Voix de femmes milite pour la révision du Code des personnes et de la famille en vigueur au Burkina Faso depuis le 16 novembre 1986. Elle souhaite que l'âge pour le mariage des jeunes filles soit fixé à 18 ans au lieu de 17 ans prévus par les textes. Son combat vise l'abandon du mariage des enfants, particulièrement de la jeune fille. Nous sommes rassemblés aujourd'hui dans le but de rafraîchir un peu la mémoire par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à présent dans le cadre donc de cette révision et d'initier une pétition pour demander à ce que ce code puisse très vite faire l'objet d'adoption par l'Assemblée nationale. Ce faisant, nous allons également mettre en place un comité de suivi donc de la mise en œuvre donc de cette pétition et de collecte des signatures
avant de pouvoir aller vers les autorités les plus autorisées, remettre donc cette pétition. Cela fait déjà 2 ans que cette loi est sur la table de l'Assemblée nationale en attente de révision. L'ONG espère que l'hémicycle se penchera incessamment sur la question. Nous n'avons pas des inquiétudes parce que vous savez, la bureaucratie est très lourde. Et justement, l'intérêt de cet atelier, c'est de pouvoir remettre en route le processus afin qu'il puisse aller très rapidement. Donc, nous avons un grand espoir que cela pourra aller très rapidement et que la loi sera votée dans les prochains jours. Le Burkina Faso fait partie du top 10 des pays africains les plus affectés par le mariage d'enfants. La pratique à la peau dure et le taux est estimé à 52%, selon un classement de l'UNICEF publié en 2013. Voilà, c'était un reportage de Céline Tiemtoré avec la voix de Archimède Boy. Et nous terminons ce journal en nous rendant à Bobo-Dioulasso où l'Association nationale des transformateurs d'Anacad du Burkina Faso, ANTABF, a organisé son assemblée générale annuelle. C'était le 26 juin dernier. À l'ordre du jour, il s'agissait de renouveler le bureau exécutif de l'association pour un mandat de 3 ans, mais aussi de faire le bilan et les perspectives. Reportage, surtout Justin Dabiré, Yeri Julien Da. Après 6 années passées à la tête de l'Association nationale des transformateurs d'Anacad du Burkina, ANTABF, Djiloma Félix Ima passe la main à Ousseynou Porgo pour un mandat de 3 ans. Le nouveau président a été élu par acclamation des membres au cours de l'Assemblée générale annuelle de l'ANTABF. Ousseynou Porgo place son mandat sur le signe de la consolidation des acquis du bureau sortant. Il faut reconnaître que l'association avait été mise en place dans un contexte assez difficile, concernant la transformation de l'Anacard au Burkina Faso. Et l'ancienne équipe a vraiment travaillé à pouvoir faire avancer, améliorer les conditions de travail, améliorer la qualité de la matière première que ces unités achètent pour transformer. L'équipe actuelle, l'équipe qui vient d'être mise en place, va travailler également dans ce sens, dans le sens de contribuer davantage au développement de la transformation de l'Anacard au Burkina. Pour réussir les missions sur le terrain, les membres du nouveau bureau de l'ANTABF disent rester à l'écoute du bureau sortant afin de bénéficier de ses conseils. Nous sommes entourés d'une équipe très dynamique, d'un secrétariat permanent très professionnel et je pense que nous ne doutons pas de l'atteinte de nos objectifs. C'est des gens qui sont engagés dans la transformation de l'Anacard et je pense que nous allons ensemble, en tout cas, travailler main dans la main pour développer notre association. Et je pense que, comme on l'a dit également, nous avons félicité l'ancienne équipe et nous leur avons demandé également de rester à nos côtés pour nous apporter des conseils nécessaires afin que nous puissions réussir notre mandat. C'est avec fierté et le sentiment d'une mission bien accomplie que Djiloma Félix Ima passe la main à son successeur. Lui qui a travaillé à organiser la structure à la base et abouti à une forte adhésion des acteurs au sein de l'association au cours des 2 années passées à la tête de la structure. D'abord, la mise en place de la structure elle-même, qui n'avait rien, pas de bureau, pas de fonds pour fonctionner. La structure s'est débrouillée comme elle pouvait. On a squatté parfois dans certains bureaux pour pouvoir travailler. Et tout au départ, vous savez que dans toute association, le nœud souvent du problème, c'est les cotisations. Les cotisations ont été versées régulièrement de temps en temps, ce qui nous a permis progressivement de monter avant de pouvoir bénéficier d'une subvention de cadre intégré renforcé qui nous a permis de renforcer un peu nos activités. L'Association nationale des transformateurs d'Anacard du Burkina Faso a été créée le 14 mai 2013. En tant que maillon de la filière cajou, elle vise principalement la promotion et la transformation de l'Anacard au Burkina Faso. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez sur la télévision BFM tout à l'heure, à 20h15, le journal en langue nationale Moré avec Rianta Wina. Demain, 13h, l'édition de la mi-journée avec Madina Sienou. Et puis moi, je vous retrouve le soir même à 19h30 pour notre édition du soir. Merci de votre fidélité. À demain.